Moi, je suis Asma, ingénieure en construction de formation. Je me suis notamment spécialisée dans la digitalisation de la construction donc il y a à peu près 8 ans. Comme vous l'avez si bien mentionné, tout ce qui est IoT, etc., c'est quelque chose aussi qui est mon data. Et puis en D'accord. parallèle, en fait, j'ai commencé dans l'IT dans full stack et puis en intelligence artificielle et je suis certifiée experte en blockchain. Et donc, voilà, j'ai fondé ma société à peu près 2 ans dans la transition digitale numérique où là, voilà, on accompagne, on va dire, les différentes institutions et les sociétés dans leur transition digitale. Et je pense Super. qu'aujourd'hui, enfin voilà, je suis aussi engagée dans le social et la thématique de l'IA, je la vois non seulement dans le business, mais aussi dans le social parce qu'il y a Mhm. énormément de parents qui s'inquiètent sur comment ça va impacter mes enfants, est-ce qu'ils vont devenir, c'est souvent les questions qui reviennent, ben, en fait, on va dire, ils vont plus utiliser leur cerveau, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, il y a énormément d'inquiétudes qui se font de part et d'autre. À la fois aussi, le corps d'enseignants ne sont aussi peut-être pas préparés à cette évolution technologique. Et puis oui, aussi, il y a tout l'écosystème, les institutions. Et je pense que justement, pour chaque nouvelle technologie, en fait, elle fait peur. Et il est important justement de pouvoir aborder la thématique. Et de plus en plus qu'il y a la sensibilisation, qu'il y a l'information, ben, en fait, à ce moment-là, on est mieux adapté et outillé de pouvoir justement appréhender la technologie et puis même de l'utiliser à notre avantage. Et je pense que Mhm. justement, c'est pour ça que je trouve la thématique est super intéressante. Et donc, oui, pour moi, voilà, l'IA est importante. Je suis notamment aussi chroniqueuse. Il y a une radio ici à Bruxelles. Mhm. Et on a souvent aussi des parents qui s'y intéressent, des communes qui accompagnent les jeunes qui se retrouvent en insertion professionnelle, etc. Ils disent, tiens, comment on va, voilà, on va s'équiper pour être armé vis-à-vis de ces technologies qui fait peur, et Mhm. puis aussi les gens qui travaillent, est-ce qu'on va perdre le boulot, etc. Et moi, je pense que la meilleure chose, c'est d'abord de s'informer, de sensibiliser. Et je pense que c'est pas quelque chose de négatif, c'est au contraire, c'est vraiment une force. Et j'avais vu une petite vidéo, si je peux me permettre, voilà, comment on est en discussion, qui disait qu'il ne Mhm. faut pas avoir peur de l'IA, il faut avoir peur des gens qui utilisent l'IA. Et je trouve ça fort parce que c'est vrai, finalement, en fait, c'est pas l'IA qui va remplacer votre travail, mais c'est plus aussi, c'est les personnes qui l'utilisent. Et dans Tout à le cas fait. de l'éducation, je pense que voilà, ça a énormément d'avantages. Quand on peut en parler, bien sûr, il faut toujours utiliser de la bonne manière. C'est pour ça que ce genre de webinaire est intéressant. Mais je pense que dans l'enseignement, on ira plus tard après dans les détails, que je pourrais itérer. Mais donc voilà, il y a énormément de cas d'usage qui peuvent apporter une réelle plus-value et justement nous permettre de se focaliser plus peut-être sur les soft skills, sur la créativité. C'est une chose qui manque dans l'enseignement aujourd'hui. Et du coup, peut-être c'est ce switch-là que grâce à l'IA, on pourra enfin se concentrer pour moi sur l'essentiel au lieu juste d'apprendre par cœur et de mémoriser et qu'après des années, on oublie tout. Tout à fait. Merci Asma pour cette introduction. Zaira, c'est à toi. Bonjour, bonjour. Je voulais donc, moi, avant de me présenter, je vais rebondir sur ce qu'a dit Asma. Donc, Asma disait qu'il fallait plus avoir peur des personnes qui utilisent l'IA. Moi, j'ai entendu une phrase cette semaine qui m'a impactée. C'était que l'IA n'allait jamais remplacer l'homme, mais qu'il faudrait remplacer l'homme qui n'utilise pas l'IA. Et donc, là, ça va être un point de plus. Moi, alors j'étais dans le web marketing pendant une douzaine d'années. C'est même là que j'ai connu Fred Cavazza de nom. Et donc, il était un des influenceurs que je suivais dans mon métier, qui s'appelait le web marketing et qui finalement s'appelait le Mhm. digital ensuite. Moi, je vendais des idées et des services à des personnes via le net, ce qui était déjà révolutionnaire à l'époque. Et en fait, je vendais à des humains. Donc, au bout de 12 ans dans la communication et le web marketing, je me suis reconvertie dans le coaching professionnel pour accompagner des humains, justement, et mieux les comprendre pour mieux pouvoir vendre des idées, des produits, des services. Donc aujourd'hui, ce que je découvre par rapport à mon métier, c'est que l'humain est effrayé par cette machine, entre guillemets, quand je dis machine, c'est tout le système qui s'installe, notamment les parents, comme vous disiez, mais pas seulement les parents, même les dirigeants en entreprise. Aujourd'hui, je coach beaucoup Mhm. de dirigeants et le niveau managérial également. Et donc, beaucoup de gens craignent pour leur métier,
comme les enseignants, comme les formateurs, comme les coachs, c'est-à-dire même moi-même pour mon métier, j'ai des collègues qui disent qu'ils ne sauront peut-être pas faire et ils se demandent s'ils pourront être remplacés par une IA. Pareil, aujourd'hui, les gens s'inquiètent comment l'utiliser sans qu'elle me remplace, comment l'utiliser sans qu'elle me mette sur le carreau. Donc, c'est vraiment au niveau de l'apprentissage et de la mise en pratique, des questions que tout le monde pose. Et la question de l'éthique, que j'entends beaucoup au niveau des entreprises, c'est est-ce que je ne suis pas en train d'apprendre à l'IA à prendre ma place? C'est une très bonne question, effectivement. Voilà, je m'arrêterai là-dessus pour le moment. Ok, superbe. Là, je vois de belles pistes de discussion pour ce soir. Fred, c'est à toi. Eh bien, écoutez, bonsoir. Merci de m'inviter. Je suis très content de pouvoir m'exprimer ce soir. Donc, je suis Frédéric Cavazza. Ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le domaine du numérique. Un quart de siècle que j'essaye d'expliquer, de décrypter, de rassurer sur les usages et les technologies numériques. J'ai commencé ma carrière en expliquant aux entreprises ce que c'était qu'un site web, quel était l'intérêt, puis après les boutiques en ligne, puis après les médias sociaux, après ça le smartphone, après ça des technologies un petit peu plus récentes et des innovations comme la blockchain, le métavers. Et aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Comme je l'ai expliqué, ça fait 25 ans que je fais ce travail de consultant, de conférencier et ainsi de suite, mais je peux vous garantir qu'avec l'intelligence artificielle, on atteint des sommets de complexité au niveau des discours des uns et des autres, des promesses qui sont formulées sur les effets quasi miraculeux de l'intelligence artificielle et surtout sur la dimension technique scientifique. Donc tout ça fait un débat extrêmement compliqué. Si en plus on rajoute de l'éthique par-dessus, là ça devient vraiment très laborieux, d'autant plus que ce n'est pas le moment parce qu'on est dans un contexte socio-économique extrêmement tendu. Donc, la posture que je vais défendre tout à l'heure, c'est de dire que nous n'avons pas le luxe de traiter les questions d'éthique. Il faut avancer et il faut trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés maintenant. Et je les détaillerai dans mon exposé tout à l'heure. Super, très bien. Donc, je pense qu'on est tous dans une complémentarité extrêmement intéressante autour de la question. Donc, je reprends un peu mon propre angle de vue que j'ai commencé tout à l'heure à décrire. Alors, bien évidemment, le recul du passé nous laisse prédire bien des choses dans le présent et dans le futur. L'IA, si on peut résumer un peu d'où vient la force de l'IA aujourd'hui, pour que nos auditeurs comprennent aussi un peu le sujet du côté le plus simple. L'IA, c'est d'abord des données. Quand il n'y a pas de données, on ne peut pas parler d'IA. Donc, c'est déjà un premier point de départ qui est extrêmement important. Maintenant, ces données-là, nous avons tous vécu plusieurs ères informatiques un peu disruptives. Donc, la première, c'était l'ère, là, Fred et moi, on va déclarer on va presque déclarer notre âge. On va donner la preuve que nous sommes de vieux Don Quichotte de l'informatique. Là, je vois Fred qui se cache. Donc, les données, ils ont quoi? Donc, la première disruption, c'est les bases de données. Alors, les bases de données, les entreprises devraient avoir des bases de données. Alors, des bases de données clients, des bases de données employés, des bases de données produits, etc., etc., etc. Donc, c'était l'ère des bases de données où il a fallu faire beaucoup de révolutions, où beaucoup de métiers avaient apparu, où beaucoup d'entreprises se sont remplies les poches aussi à l'époque. Et puis bon, le temps est passé et à un moment donné, on s'est rendu compte que finalement, les bases de données qu'on créait n'étaient pas bonnes. Il y avait beaucoup de redondance, beaucoup de répétition, beaucoup de bruit, comme on l'appelle un peu dans le langage informatique. Et donc, ça a donné naissance à un autre phénomène disruptif qui est celui de la business, enfin,
pas le nom d'aujourd'hui, la business intelligence, mais du décisionnel. Alors, il a fallu que des nouveaux métiers apparaissent, c'est les data warehousing et les experts en décisionnel qui sont venus et qui nous ont dit encore une fois, allez, ne vous inquiétez pas, vous avez fait des erreurs pendant 30 ans, nous, on va vous corriger tout ça grâce à nos outils d'agrégation de données, etc., etc. Et c'était ça le deuxième phénomène disruptif informatique que les entreprises et les services publics aussi ont vécu. Alors, après ça, et il y a eu bien sûr le phénomène, d'extrême, je dirais, agressivité et puissance, qui est celui des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux qui sont venus, alors là, ils ont commencé donc à mettre à plat et à mettre sur le net une catégorie de données auxquelles on n'avait pas l'habitude de faire face. C'est des données personnelles, c'est des données qui sont partagées par des milliards d'individus autour de questions diverses, économiques, sociales, politiques, etc., etc. Et là, bien sûr, l'analytique et la business intelligence est apparue. Et donc, nous avons donc eu affaire à un autre phénomène, encore une fois, disruptif, qui est de la gestion de la data, de la business du big data, de l'open data, etc., 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 et tous les métiers qui sont arrivés par la suite. Là, nous sommes à la toute dernière disruption technologique qui est l'intelligence artificielle. En éducation, qu'est-ce que ça va disrupter, qu'est-ce que ça va engendrer comme perturbation si on peut pas appeler ça révolution. Bon, ça dépend de l'angle de vue duquel on regarde un peu la question. Alors, la perturbation d'abord, elle proviendra de les masses volumineuses, du volume important de données que l'IA va mettre à disposition de pratiquement tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ça veut dire que c'était le phénomène du net, c'est Internet, c'est ce que tout le monde a vécu ces 20 dernières années, si vous voulez. C'est Google, c'est le moteur de recherche qui vous produisent des résultats en quelques secondes, mais bon, 1 million de résultats où il y a presque 80% de bruit et 20% de données qui vont être utiles finalement. L'intelligence artificielle, elle va être un peu plus intelligente. Alors, ces millions de données, elle va vous les structurer, elle va vous les traiter, elle va peut-être faire de l'analytique, elle va vous présenter ça de manière totalement différente et à même un niveau même qui va vous donner l'impression que finalement c'est presque la vérité, quoi. C'est presque la vérité. Toutes ces données-là, elles sont structurées, chapitrées, etc. Et donc, c'est à prendre telles quelles et à exploiter telles quelles. Alors, maintenant, en éducation, pour ne pas quitter un peu notre périmètre, en éducation, quel est l'impact de ce phénomène sur nos étudiants, sur nos élèves et sur nos enseignants aussi? Parce que dans l'histoire, dans le process de l'éducation, on ne doit pas oublier que la plaque tournante, c'est l'enseignant. Alors l'enseignant, déjà, il se pose la question légitime de son rôle. Finalement, quel sera son rôle, quel sera son nouveau rôle dans une sphère où l'intelligence artificielle prend le... Est-ce qu'il va être concurrencé en termes de pertinence de l'enseignement par les machines? Est-ce que est-ce qu'il sera plus convaincant pour l'étudiant que la machine? Est-ce qu'il aura les moyens d'évaluer les connaissances et les acquis des étudiants qui utilisent déjà de l'intelligence artificielle à sa manière? Est-ce que l'enseignant va avoir la force pédagogique de pouvoir gérer son cours, etc., etc. Toutes ces questions, si on y rajoute aussi les questions de propriété intellectuelle, si on y rajoute aussi les questions disons de la méthodologie scientifique de rédaction des articles, de production scientifique, de production de thèses, etc., etc. À toutes ces questions-là nécessitent un recul très très important et extrêmement structuré et collectif et non pas individuel. Donc
De mon point de vue, moi, je souligne un peu ces aspects-là que je viens de citer, et c'est sur ces aspects-là que j'ai commencé un peu mes recherches depuis un certain moment. C'est comment, quelle sera l'université de demain, quel sera l'enseignant de demain, et quelle sera la recherche scientifique de demain. Et je finirai par un dernier point qui est le reverse engineering. Le reverse engineering qui dans le passé était tout simplement une action intelligente pour les inventeurs et les scientifiques d'un certain nombre de domaines très pointus qui leur permettaient d'aller chercher les brevets dans les pays où les brevets sont libres de droit, de voir un peu ce qui a été inventé, ce qui a été produit et de ramener tout ça au pays et d'en faire aussi des mises en œuvre locales. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il en sera de ce processus de reverse engineering? Comment on va d'abord être toujours dans la légitimité de ramener ce qui est produit de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'Atlantique dans notre pays, mais qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour éviter que ce qui est produit ici ne va pas de l'autre côté d'une manière, je dirais, sauvage, d'une manière agressive, non structurée, etc. Il y a beaucoup de principes qui étaient là, qui étaient bien posés, qui étaient bien légitimisés, bien structurés, etc. Il y en a même des lois qui sont installées. Qu'est-ce qui va en devenir de tout ça? Donc voilà un peu mes questionnements sur lesquels je travaille depuis un certain moment. Alors, d'abord, je m'excuse pour, c'est-à-dire cette absence est due à une erreur, anomalie technique. Et je viens d'apprendre à l'instant que déjà Madame Khadija Aamou, qui s'est excusée pour des raisons de santé, a perdu sa tante. C'est pourquoi là, je me suis attardé vraiment pour, c'est-à-dire vous laisser diriger la parole. Je m'excuse encore une fois, je répète mes excuses de m'éclipser, d'accord, c'est-à-dire pas de souci, et toutes nos condoléances à Madame Khadija. Voilà, donc je poursuis vraiment la discussion parce que j'ai entendu un petit peu ce que vous avez dit, bien sûr, et qui tourne autour, bien sûr, de cette tendance de l'intelligence artificielle et tous les aspects, c'est-à-dire qui entourent, bien sûr, cette question. Alors, je me rappelle maintenant un dicton de Winston Churchill qui a dit vraiment là où il y a un grand pouvoir, il y a une grande responsabilité. Et bien sûr, sachant que déjà le pouvoir maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Mais cette intelligence artificielle, c'est-à-dire peut-être peuvent normalement répercuter, d'accord, sur plusieurs aspects. Et ici, bien sûr, on va parler un petit peu du côté éthique. Voilà, c'est-à-dire de la question. Maintenant, une question qui reste posée, quels est déjà ces aspects, c'est-à-dire éthiques? Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cette mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle? Que ce soit normalement, c'est-à-dire dans le domaine du marketing, mais plus spécialement au niveau de l'éducation et de l'enseignement. Veuillez prendre la parole, bon, celui qui pourra normalement, c'est-à-dire parler de cet aspect-là. Je pense enfin, si je me permets, je pense qu'il y a énormément de mauvaises utilisations en général. Deepfake que tout le monde a connu, c'était un peu dans les débuts de l'IA. Mais même, enfin, si on veut se focaliser plutôt sur le sujet de l'éducation, je pense le plus grand dangereux pour les profs, c'est que les étudiants donc utilisent donc l'IA pour leurs devoirs, pour leur mémoire, etc. Et j'en ai vu la preuve moi-même parce que donc cette année, j'ai été membre du jury de plusieurs mémoires et notamment donc c'était pour un master spécialisé sur la santé technologique et enfin la technologie de la santé. Et donc là, en fait, j'avais 5 TFE sur l'IA
Et donc, il y a une chose que j'ai remarquée, dans ces travaux-là, il y avait déjà plus que la moitié qui ont utilisé l'IA et en plus, on le remarquait, ils avaient carrément, voici le texte. Même la phrase qui venait de ChatGPT, ça a été repris. Et puis, en fait, c'est toujours la même chose. On reconnaît maintenant la structure de ChatGPT chaque fois comment il répond. Et donc, ça, je pense, pour moi, c'est le plus grand danger, c'est que qu'on puisse donc ne plus utiliser toutes les compétences rationnelles, logiques, etc. Et donc, on va juste aller, désolé pour le terme, mais un peu bêtement, juste, voilà, copier-coller et sans avoir vraiment une réelle réflexion, de la recherche derrière. Et donc, voilà, là, pour moi, ça veut dire que finalement, c'est pas un levier, c'est pas un outil, et donc c'est juste, ça a fait vraiment un effet inverse. Et du coup, là, ça peut mettre, on va dire, en péril, si on le voyait juste comme ça, le système d'éducation. Et puis, je pense qu'il y a d'autres exemples. Enfin, c'est celui-là qui m'a fort marqué parce que je l'ai vraiment vu. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable. Ils ont même pas fait un effort. Par exemple, de réécrire, etc. Mais je pense que aussi dans le fait de frauder dans différents examens, etc. Et c'est pour ça que, enfin, je ne sais pas si on peut déjà donner une solution vis-à-vis de ça, mais je pense que c'est pour ça ce que j'ai dit tout à l'heure, que moi, de toute façon, je n'adhère pas à 100% au système d'enseignement qu'il y a actuellement. Bah, je ne connais pas trop le système au Maroc, mais en tout cas en Belgique. Bah, c'est toujours basé voilà, sur vraiment du par cœur, sur les notes, etc. Et on est moins focalisé sur la pratique, sur la réflexion, sur l'autonomie des élèves. Et je pense que c'est ça le problème. C'est parce qu'on est focalisé sur des méthodes traditionnelles qui ne favorisent pas la créativité des étudiants, que finalement, avec l'IA, on se retrouve vraiment dans une situation difficile. Maintenant, voilà, ça permet justement, je pense que c'est une opportunité, comme on dit toujours, face à voilà, chaque fois des crises dans le monde qu'on connaît, quand on a connu la crise économique en 2008, chaque fois il y a des opportunités avec. Et je pense que là, c'est aussi des opportunités qui vont se créer pour avoir une réelle transition, non seulement digitale, mais l'innovation dans le système d'éducation. Merci donc Asma Ben Bahida qui a vraiment parlé un petit peu de cette voilà des côtés, si vous voulez, sombres de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors moi, ça me passe par la tête une idée, c'est-à-dire que déjà cette intelligence artificielle, bien, je ne vais pas normalement l'appeler comme ça, mais transformation digitale, c'est-à-dire on l'utilise déjà dans nos apprentissages. Quand on parle par exemple de classe inversée, par exemple, on a vraiment cette tendance à utiliser voilà les aspects numériques, bien sûr sous forme par exemple de fichiers PDF, sous forme de capsules vidéo, sous forme de enfin beaucoup de choses là qui peuvent normalement intéresser l'apprenant. Et ça alterne, c'est-à-dire il y a déjà, c'est-à-dire on peut travailler de façon hybride à la maison et en classe. Donc c'est déjà un atout pour l'enseignement. Mais est-ce que vous pouvez par exemple me donner un exemple d'un support intelligence artificielle, une application qu'on peut utiliser en classe? Donc ici, pour ceux qui peuvent intervenir, par exemple, Monsieur Fred, est-ce que vous avez un exemple de l'utilisation, par exemple, de Hygiene, par exemple, ou bien d'une autre application dans le côté enseignement, pardon? Bien évidemment, on a accès aujourd'hui à des outils informatiques qui sont beaucoup plus puissants que par le passé. Donc, ce qu'il est possible de faire et qui est plutôt très pratique déjà, c'est de traduire. Donc, c'est d'avoir la possibilité, à partir d'un cours qui est en français, en anglais, en espagnol, en tout ce que vous voulez, de le traduire en des dizaines et dizaines de langues. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. On a la possibilité également de faire des synthèses. Donc, si vous avez un cours qui tient sur 200 diapos, vous en faites une synthèse sur quelques pages. On a également la possibilité d'illustrer. Donc, si vous avez un cours qui n'est que du texte, on a la possibilité de faire des schémas, on a la possibilité de faire des diagrammes de synthèse, on a la possibilité d'illustrer ça avec des images. Donc, ça permet quelque part d'enrichir ou d'avoir un corpus pédagogique un peu plus malléable que l'on peut travailler selon ce que l'on souhaite en faire.
Merci donc, Monsieur Cavaza. Une autre question qui me passe toujours par la tête, par exemple, le côté déjà moral de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Récemment, j'ai essayé un truc avec ChatGPT. Donc, je lui ai vraiment posé la question suivante. Est-ce que tu peux par exemple, m'octroyer un doctorat? Donc, normalement, déjà, euh, c'est-à-dire, il sait tout faire, il exécute les ordres, mais là, il a dit, c'est-à-dire des choses, c'est-à-dire éthiques. C'est-à-dire, je peux pas vous transmettre le doctorat parce qu'il faut vraiment apprendre et faire des cours pour par exemple, atteindre c'est-à-dire ce diplôme-là. Alors, je pense que ici, il y a déjà un côté éthique respecté par les développeurs, bien sûr, de l'intelligence artificielle de ChatGPT qui travaillent là-dessus. Donc, déjà, c'est du boulot. C'est du boulot qui est vraiment fait par des ingénieurs qui respectent vraiment déjà le côté éthique et le côté déontologique de la chose. Attention, nous sommes vraiment peut-être enfin des cadres académiques et nous ne voulons en aucun cas, bien sûr, octroyer des faveurs à n'importe qui, c'est-à-dire sous forme, bien sûr, via par exemple l'intelligence artificielle, pour qu'il n'y ait vraiment pas des aberrations éthiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle en enseignement et partout, bien sûr, dans tous les domaines. Est-ce que vous partagez, bien sûr, mon idée? Voilà, j'adresse la parole à Madame Benani, par exemple. Qu'est-ce que vous en dites, par exemple? Alors moi, ce que je voudrais dire par rapport à ce que vous dites, je rebondis sur ce qu'a dit Asma tout à l'heure en disant que maintenant, on va pouvoir comprendre quand quelqu'un envoie un texte qui a été rédigé par une IA, on va le voir parce qu'il y a une structure. Donc, si l'ingénieur qui est en train d'entraîner l'IA ne tient pas compte du fait que l'IA ne doit pas être utilisée à des fins de fraude ou à des fins de tricherie, peut-être qu'on peut finalement avoir des petites astuces, justement, comme les sites qui ont existé à un moment ou à un autre pour éviter le plagiat, pour permettre justement de protéger la propriété intellectuelle, premièrement. Deuxièmement, de ne pas faciliter l'accès à certains examens ou à certains statuts, que ce soit académiques ou autres. Et d'un autre point de vue, je rebondis encore une fois sur ce qu'a dit Asma, peut-être qu'on devrait revoir les évaluations. Que l'évaluation ne soit pas seulement l'évaluation d'un apprentissage ou ni du par cœur. Peut-être qu'on autoriserait l'utilisation de ces IA pour la recherche et la collecte d'informations, mais peut-être que la compétence recherchée, ce serait de commenter ce qu'a dit l'IA, de chercher ce que l'IA n'a pas dit, d'aller encore plus loin que juste de générer un contenu recherché. Donc, pour garder cette éthique, il est possible de réfléchir à changer les consignes au niveau de l'académique pour pouvoir sortir quelque chose qui soit plus de l'ordre des soft skills, comme l'a dit Asma, ou plutôt du comportement, ou plutôt du pas d'avance, en fait, d'avoir un pas en avance par rapport à tout ça, la touche humaine qui rendrait justement l'utilisation de cette IA éthique et qui resterait dans un cadre éthique assez intéressant. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Et cela engage également la responsabilité de l'humain à tous les niveaux, que ce soit celui qui travaille sur l'IA et la développe, ou encore celui qui l'utilise, ou celui qui enseigne en utilisant l'IA comme un outil de travail. Est-ce que je peux juste rebondir là-dessus? Tout à fait, Madame Benali. Vous avez raison, et parce que vous avez évoqué déjà le côté évaluation. J'en reviens après. Je cède maintenant la parole à Madame Asma qui va intervenir, et je vais m'éclipser, question d'allumer un petit peu la lumière, et je reviens tout de suite. Oui, j'allais juste rebondir à ce que Madame Benani avait mentionné. En fait, aujourd'hui, donc, certes, parce qu'on est un peu encore dans les débuts de l'IA, donc il y a une certaine structure qu'on sait reconnaître, mais au-delà de ça, il y a des outils aujourd'hui qui permettent, voilà, de humanize AI, etc. Donc, c'est de rendre le texte plus humain, etc. Donc, maintenant, il y a des professeurs qui vont faire passer toujours le texte. Est-ce qu'il a été rédigé par l'IA ou pas? Donc, aujourd'hui, il y a des outils qui sont même gratuits. Et puis, moi, je l'ai même remarqué, pour certains concours, etc., qu'il y a ici, ben, en fait, déjà, ils mettent, on va contrôler sur l'IA. Donc, ça, c'est même pas orienté vers les étudiants, mais c'est déjà ces outils. Mais je pense que même avec les performances et l'amélioration des algorithmes,
on va aller de plus en plus à une meilleure qualité, donc parce qu'ils vont être de plus en plus entraînés, donc voilà, la structure va évoluer. Mais malgré ça, je pense que on peut jamais, enfin, les développeurs derrière les algorithmes, enfin, l'OpenAI, etc., je pense qu'ils arriveront jamais à pouvoir faire, ah non, ça c'est juste pour pouvoir l'utiliser dans certains cadres, mais pas dans le cadre, par exemple, de plagiat. Je pense que c'est comme tout un système. C'est un système, c'est apprendre comme ça. En fait, on ne peut pas mettre certaines limites, on ne saura pas distinguer. Enfin, désolé si je parle avec mon côté un peu plus technique, mais du coup, ça ne sera pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est de mettre l'accent sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a énormément de cas d'utilisation, on sait comment implémenter, on sait comment créer des algorithmes, créer des applications, etc. Mais je pense que le plus gros travail qui devait se faire aujourd'hui, c'est de se focaliser vraiment sur la gouvernance. Et qui dit gouvernance, on parle vraiment de la réglementation, de la politique, de l'éthique, voilà, d'information, etc. Et je pense que c'est ça la problématique et le point important sur lequel il faudrait réellement se focaliser, parce que c'est ça qui va permettre justement d'éviter ce genre de plagiat. Par exemple, même ChatGPT aujourd'hui, voilà, c'est quand même pas encore très éthique, parce qu'ils peuvent, comme on a vu des sociétés ils ont posé des questions et leur data, elle s'est retrouvée, voilà, chez OpenAI. On n'a pas encore de clarté où vont ces informations-là qui sont privées. Donc, ok, on est encore dans cette, on va dire, quelque part dans l'inconnu. On ne sait pas comment nos data vont encore être utilisés. Oui, ils sont là pour améliorer les algorithmes pour l'instant, mais on ne sait pas. C'est comme Facebook au début. C'était gratuit. Maintenant, voilà qu'avec Facebook, toutes les publicités, on a su qu'elle a eu aussi, voilà, un lien avec, pour pouvoir aussi, on va dire, pas endoctriner, mais en tout cas influencer les avis politiques, etc. aux USA. Et donc, je pense qu'il y a tout cet aspect-là fondamental aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est qu'il ne faudrait plus qu'on se focalise sur la partie technique, parce que la partie technique nous semble très, très avancée et qu'il y a énormément des opportunités. Je pense qu'aujourd'hui, le travail devait se faire plutôt dans l'autre côté, dans l'aspect gouvernance. Et aussi, forcément, comme Madame Benani a dit, c'est vraiment dans l'éducation. Moi, j'ai eu des stagiaires, je leur ai dit, écoutez, moi, ça ne sert à rien que je vous dise ne pas les utiliser les outils. Je leur ai dit, écoutez, avant même qu'il sorte le 4O, j'ai dit, donc voilà, il y a la version dans les ordinateurs, vous avez la version payante, voilà comment générer des photos pour vos présentations, j'expliquais tout. Mais attention, ne pas partager de données, attention, il faut faire un travail de réflexion derrière, donc vous pouvez l'utiliser, mais de la manière adaptée. Et donc, comme ça, à partir du moment eux-mêmes, ils savent que toi, tu leur donnes accès. C'est pas comme si, en fait, ils vont le faire en cachette. Donc là, forcément, ils vont faire copier-coller. Bon, quand ils savent que toi-même, tu peux le chercher, mais à titre d'exemple, voilà, on devait faire un article et donc j'ai donné à mon stagiaire et donc il fait. Et puis, moi aussi, je cherche le même titre. Je lui dis, est-ce que si je cherche ce titre, est-ce que je me retrouverai avec le même article ou pas? Il m'a dit, ah non, mais je l'ai retravaillé, j'ai dû faire des recherches moi-même. Certes, l'article généré par ChatGPT ou bien Perplexity pour ceux qui connaissent, etc. Donc, ils m'ont dit, c'est déjà très bien, mais il a repris les références. Donc, parce que ChatGPT, il n'y en a pas, donc il a repris les références, il a été redirigé, le travail. Et donc, je pense que c'est ça aussi ce qu'on devrait transmettre dans le cadre de l'éducation, c'est de leur permettre les outils, mais de les accompagner à cette utilisation-là. Parce que de toute façon, même les enfants maintenant, comme vous le dites, ils ont commencé, Monsieur Mohamed, vous l'avez dit dès le début, avec les réseaux sociaux, etc. Maintenant, les jeunes de 10-11 ans, ils utilisent déjà les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, ils vont bien sûr utiliser le ChatGPT ou bien ils l'utilisent déjà. Donc, l'objectif, c'est de ne pas commencer à interdire, mais vraiment de les accompagner. Comme ça, on est sûr qu'ils sont protégés eux-mêmes et qu'on protège l'environnement, et aussi c'est de façon très très éthique et conscientisée. Je pense que c'est là le plus gros travail qu'on a à faire dans le monde entier, en fait, que ce soit non seulement en Europe mais aussi en Afrique. Et je sais aussi voilà, en Europe, dans la gouvernance, ils ont peut-être pris un pas d'avance, parce que il y a le Act AI, où là, ça a mis un certain cadre aussi pour les sociétés. Donc, d'être, bon, aussi, à trop réglementer, des fois, ça peut tuer la créativité et certains business, mais je pense qu'il faut toujours trouver aussi un certain équilibre. Je vais arrêter de vous parler. Bien évidemment, Madame Asma, bien sûr, vous vous êtes vraiment attardée sur le côté technique de la chose. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle générative, le RESTIC, voilà, donc l'utilisation des algorithmes et tout ça.
Et vous avez bien sûr parlé un petit peu d'un côté, c'est bien sûr la gouvernance. Mais est-ce que vous voyez qu'il y a vraiment, c'est-à-dire un côté qui peut normalement, si vous voulez, s'attarder sur cette notion, c'est-à-dire qui a le pouvoir de faire, si vous voulez, cette gouvernance. Est-ce que c'est par exemple le ministère de l'Éducation? Est-ce que ce sont les ministères de l'Éducation au niveau continental? C'est-à-dire qui a vraiment le droit de faire cette gouvernance? Ça, c'est d'une part. D'une autre part, faut-il vraiment, c'est-à-dire utiliser déjà, est-ce qu'il y a un plan d'action au niveau ministériel de cette utilisation, bon usage, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle en enseignement? C'est ça, normalement, c'est ce que je voulais vraiment vous poser comme question. Je ne sais pas si... Peut-être pour la première question, juste de rebondir assez rapidement et puis je laisse la parole peut-être aux autres. Je crois que pour la gouvernance, ça ne doit pas être uniquement le poids, la charge au ministériel. Ça doit être vraiment basé sur la collaboration. C'est du public-privé. Pour moi, je pense que juste en collaborant ensemble qu'on peut aller plus loin parce qu'il y a aussi les personnes qui sont sur terrain et puis d'autres qui font la réglementation. Je pense qu'il faut communiquer, il faut collaborer et c'est que comme ça qu'on peut aller plus loin. Merci. Je pense, si vous permettez. Alors, question pertinente pour le contexte marocain. Fred certainement nous parlera du contexte européen en termes de législation. Mais au Maroc, bien évidemment, la conscience, elle est déjà là. Heureusement, je pense que vous le savez toutes et tous que le Maroc a été premier signataire des règles d'éthique en intelligence artificielle auprès de l'UNESCO. C'est déjà un premier point de très avantageux. Deuxième, c'est que on voit émerger un peu partout au Maroc, déjà à Oujda, à l'université Mohamed Ier et à Rabat, à l'UM6P, l'université Mohamed VI, des maisons de l'IA, des maisons de l'intelligence artificielle et qui sont dédiées entièrement aux questions d'éthique. Donc, j'ajoute à ceci la Voilà, une dernière question, si vous voulez. Peut-on perfectionner l'évaluation? Parce que Madame Benani a parlé tout à l'heure de l'évaluation. Peut-on perfectionner l'évaluation et l'apprentissage au biais, bien sûr, d'un outil qu'on peut même utiliser, c'est-à-dire en intelligence artificielle, c'est l'analyse prédictive, par exemple. C'est-à-dire, nous avons ici on va parler bien sûr d'un autre côté, c'est-à-dire l'utilisation du big data, méga données, d'accord, pour par exemple évaluer déjà un élève, les compétences d'un élève, mais par bien sûr déjà ce qu'on appelle l'analyse prédictive. Alors, vous avez la parole, par exemple, Monsieur Fred. On peut éventuellement essayer de faire des calculs prédictifs sur les compétences ou les capacités. Je pense que le plus intéressant, ça serait plutôt d'utiliser les capacités génératives des IA pour pouvoir faire de l'évaluation continue. L'évaluation, ça prend du temps, il faut créer les tests et il faut les corriger. Si on arrive à automatiser les trois, là on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Parce qu'on arrive à maintenir l'apprenant dans une certaine tension, donc faire en sorte qu'il ne décroche pas, parce qu'il est conscient de sa progression au niveau de l'apprentissage, et puis ça permet également à l'établissement ou à l'enseignant de suivre également sa classe. Donc je vois plus dans l'immédiat quelque chose de ça, dans l'évaluation continue. Vous avez bien sûr des questions, par exemple, ou bien des remarques par exemple, à ajouter, si vous voulez.
Madame Moi, Asma. je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Fred pour dire qu'en même temps, l'évaluation ne doit pas être très continue parce que ce serait vraiment une tension pour l'apprenant d'avoir l'impression, à travers certains outils, je l'entends, hein, les gens ont l'impression d'être un peu fliqués, sans arrêt, ils ont l'impression d'être fliqués, surveillés. Et aussi, par ailleurs, tout ce qui va être IA générative, par exemple, ne doit pas devenir un assistant permanent au point que la personne fonctionne comme si elle avait des béquilles partout où elle allait. Pour moi, ça reste quand même les deux questions un petit peu dérangeantes à ce stade. C'est comment ne pas se sentir tout le temps fliqué et peut-être avoir un impact sur la confiance en soi de l'apprenant qui ne pense plus pouvoir ni être libre et à l'aise ou pouvoir vivre sans l'IA. C'est ça, c'est cette dépendance qui pourrait devenir assez handicapante. Peut-être si quelqu'un pourrait moi aussi m'éclairer sur ce sujet, c'est mes inquiétudes par rapport au développement de l'apprenant et à l'éthique de l'IA, justement. Merci tout à fait, Madame Benani. Il me reste normalement une toute dernière question maintenant pour mettre fin à ce webinaire. Voilà. Maintenant, quels sont les conseils que vous pouvez, par exemple, donner aux enseignants, aux éducateurs pour un bon usage de l'intelligence artificielle? C'est de la parole à Monsieur Mohamed Amin Mahfoudi, si vous avez déjà… Très bien. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question, c'est une question pertinente. Moi, quand je réponds à cette question qui est souvent posée d'ailleurs sur les bancs de l'université, entre les collègues, etc., dans des commissions, des comités de réflexion à ce sujet. Moi, en tout cas, quand je réponds à cette question, je dis que, comme dans l'informatique, pour ceux qui ont été dans l'informatique, je dirais, allez, on va l'appeler Fred et moi, l'informatique traditionnelle et l'informatique contemporaine. Voilà. Donc, dans le temps, on parlait un peu de PCA. Le PCA, le plan d'assurance de la continuité le plan de continuité d'activité. Alors, le plan de continuité d'activité, c'était un chantier que l'on démarrait à chaque fois qu'on mettait en place un gros système d'information ou un gros chantier d'informatisation. On dit à chaque fois que, écoutez, messieurs, mesdames, nous avons digitalisé, c'est bien, mais attention, il faudrait qu'on garde toujours la capacité de revenir en arrière et de reprendre le travail manuel si jamais les machines crashent. Maintenant, en intelligence artificielle, je présente la question de la même manière. Que ce soit pour l'enseignant ou pour l'étudiant. Il faudrait pas que, il est vrai que médiatiquement, il est presque maintenant, je pense que c'est dans le Robert maintenant, ça y est, c'est fini. On l'appelle intelligence artificielle. Mais en fait, moi, intellectuellement parlant, je n'ai jamais accepté cette appellation. La machine n'est pas plus intelligente que l'homme. Parce que d'abord, pour une raison très simple, parce qu'elle est déjà créée par l'intelligence humaine. C'est l'homme qui a créé les machines et non pas l'inverse. Donc, elles ne peuvent pas être plus intelligentes que lui. Maintenant, peut-être plus rapide, plus fast, plus furieuse aussi, et peut-être plus puissante physiquement. Et quand je dis physiquement, dans la compilation des données, etc., chose que nous ne pouvons pas faire. C'est-à-dire, on peut faire un travail informatique en 15 jours, une machine peut le faire en quelques heures. C'est ça, disons, l'avantage. Donc, en éducation, le principe fondamental à retenir, c'est que les étudiants devraient être capables de réfléchir et de produire avec l'IA et sans l'IA. C'est-à-dire que je réponds à un examen, je fais un doctorat, je fais une thèse, je fais un master avec les outils d'intelligence artificielle, ok, d'accord, mais je dois m'assurer que si jamais je suis coupé de ces machines, je pourrai toujours travailler. Autrement dit, si on peut illustrer ça de manière assez ludique, je demande à mon enfant de faire une recherche sur un sujet. Donc, il va me sortir énormément de documents, de synthèse, etc., en utilisant les outils disponibles sur Internet, IA et autres. Mais je dois m'assurer que si je le mets dans une bibliothèque,
Il saura ce que c'est que chercher un livre sur un rayon. Il saura ce que c'est que se retrouver dans les disciplines qui sont exposées par cette bibliothèque. Il saura déjà ce que c'est qu'une bibliothèque. Parce que il y a des fondamentaux universels humains qu'il ne faut jamais oublier. Parce que si on les oublie, si on les dénigre, que ce soit en informatique ou en bibliothéconomie ou en éducation, ce chemin en arrière, c'est-à-dire ce retour en arrière, si demain, pour une raison ou pour une autre, il y a une coupure à l'intelligence artificielle, parce que ne l'oublions pas, on parle de l'informatique, on ne parle pas d'une sorceologie ou d'une sorcellerie quelconque. C'est de l'informatique, et l'informatique, pour qu'elle fonctionne, il faut de l'énergie, il faut de l'électricité, et que quelles que soient les choses, une coupure électrique peut très très rapidement se produire. Et donc, il faut pas s'éloigner des fondamentaux universels humains et de l'organisation des disciplines et des connaissances telles qu'on l'a toujours compris, telles qu'on l'a toujours mené, pour éviter à ce que l'humanité ne se retrouve totalement abrutie par les outils de l'intelligence artificielle. Et là, je finis sur ça. Un étudiant qui devient abruti, si on le déconnecte d'Internet, je pense que le prof n'a pas bien fait son travail. Et un prof qui sera incapable de produire sans être connecté à ces outils d'intelligence artificielle, et donc moi je pense que c'est la technologie abrutit plutôt que de rendre plus intelligent. Et finalement, et j'ai fini sur ça, demain, oui, l'intelligence artificielle va avoir le dessus, mais d'une manière assez simple. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va remplacer l'homme, mais c'est les hommes qui utilisent l'intelligence artificielle qui vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Voilà. Merci, Monsieur Mohamed Amin Mahfoudi. Et maintenant, bien sûr, le dernier mot, enfin, le mot de la fin pour chacun des intervenants. Pour chacun des intervenants, moi, je vais normalement me contenter du dernier mot. D'accord, écoutez, je vais conclure rapidement. Je pense qu'on a des gros progrès à faire dans la personnalisation des parcours d'enseignement, que ça soit pour les étudiants dans les universités ou pour les salariés dans les entreprises en formation. Aujourd'hui, l'enseignement, il est très dirigiste, d'accord? Il faut rentrer dans le cadre et il faut suivre l'intégralité du parcours. À partir du moment où on maîtrise un petit peu mieux qui est l'apprenant, donc on est capable de mieux comprendre son profil, quelles sont ses motivations, quelles sont ses ambitions, quel est son style d'apprentissage, plus ou moins rapide, plus ou moins illustré ou analytique. On va aider l'apprenant à mieux se connaître, à comprendre ses points forts, ses points faibles. On va être en mesure d'adapter les contenus pédagogiques. On n'a pas besoin de plus de contenus pédagogiques, on en a assez, on a besoin qu'ils soient plus adaptés à la personnalité des apprenants et à son style d'apprentissage, celui qui le correspond le mieux. On va également personnaliser les modules en fonction du support sur lequel ils seront consommés, que ce soit un ordinateur, une tablette, un smartphone ou même un podcast. On va être également en mesure de suivre l'apprenant tout au long de sa montée en compétences, notamment avec l'évaluation continue, mais également avec le tutorat. Donc, la possibilité d'avoir un chatbot qui lui dise « je suis là tout le temps, 24 heures sur 24, pour t'aider, pour te rassurer, pour te motiver ». Et voilà. Et enfin, on va être en mesure de mesurer la progression, de dire « nous avons récupéré l'apprenant ici, nous l'avons amené là, les entreprises sont là, on va essayer de faire correspondre les deux pour simplifier son insertion dans le milieu professionnel ». Mais à la base de tout ça, il y a la connaissance de l'apprenant et ça, c'est essentiel. Merci Fred. Oui, je cède la parole à Madame Benani pour un dernier mot. Alors moi, je voudrais dire par là que peut-être ces outils-là, et en respectant le cadre qu'a posé Fred et qui est très intéressant, c'est vraiment de pousser l'apprenant, qu'il soit un enfant à l'école primaire ou en enseignement supérieur ou même au travail plus tard, à développer son savoir-être, savoir penser, savoir agir en utilisant ces outils-là. Donc, c'est vraiment se renforcer, se fortifier au niveau des compétences comportementales, maintenant qu'on n'a pas besoin justement de tout ce contenu qui est stocké quelque part, qui est accessible,
à toute heure du jour ou de la nuit en fonction de la manière dont on va aller le chercher. Et là où je reviens sur ce qu'a dit aussi M. Marfoudi en disant que finalement, ce sera à la personne de savoir mener, en fait, avec sa responsabilité, l'information à bon port, l'intégrer, puis la synthétiser, puis l'utiliser pour atteindre sa performance. Et c'est ça qui sera intéressant. C'est-à-dire c'est un outil qui va donner plus de pouvoir à l'être humain s'il est bien utilisé. Et si l'être humain a plus de pouvoir grâce à ces différents outils, sa performance va être multipliée. Et tout ça, ça n'aura qu'un impact positif sur les sociétés, la société, l'entreprise, puis la société dans laquelle nous vivons. Et je pense que s'il est utilisé à bon escient, en utilisant des règles d'éthique et de gouvernance, ça ne peut être que positif pour l'individu et le collectif également. Tout à fait, madame, merci. Je passe la parole pour le dernier mot à madame Asma Ben Bahida. Oui, merci. Je pense que nous sommes tous d'accord que voilà, l'intelligence artificielle, ça nous permet justement de se concentrer, de développer sur l'essentiel qui sont voilà, les compétences essentielles d'aujourd'hui, donc la créativité, la logique, etc. Et si je peux juste rebondir sur un point qui a été mentionné tout à l'heure, les cas d'utilisation de l'intelligence générative, etc. Je pense que les vrais cas que moi je verrais plutôt donc, dans l'évolution de l'enseignement, c'est vraiment l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les tutorats personnalisés. Comme pour répondre aussi à la question de Madame Benet, peut-être, moi, je ne vois pas qu'on ne pourrait pas utiliser, on pourra toujours, mais je pense que ce n'est pas une bonne utilisation d'utiliser l'intelligence artificielle pour les tests, parce que souvent, les tests, ils sont déjà là, ou bien pour automatiser les corrections. Maintenant, avec les Google Forms, on sait déjà on peut donner les réponses et ça donne déjà les réponses, mais je pense que la vraie utilisation, ça serait vraiment pour avoir une formation, comme Fred l'a mentionné, vraiment adaptée selon le niveau de chaque étudiant. Et donc, avec un tutorat analysé grâce à l'IA, ça peut être intéressant. Puis avec les chats aussi éducatifs pour avoir l'information quand ils ont besoin des questions. Parce qu'il y a même une étude qui est peut-être rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais une étude qui a été faite ici par la communauté française d'enseignement à Bruxelles. Et en fait, ils ont remarqué que les étudiants, quand ils recevaient, parce que pour le cours de maths, il y avait un énorme taux de conséquent qui ont en fait 90%. Et ça, c'est un cas réel, c'est une étude. Et donc, ça veut dire que peut-être les personnes, moi-même, je donnais quand j'étais étudiante, pendant 5-6 ans, cours de maths au secondaire. Et donc là, peut-être parce qu'on se focalisait plus sur les cas pratiques, on s'adapte au même niveau. Et donc là, pour moi, ça soulève l'importance qu'il faut vraiment se mettre à niveau de l'étudiant. Et donc, venir à l'IA, les tutorats personnalisés qui sera par l'intelligence artificielle, ça va permettre de se mettre vraiment au niveau d'étudiant. Et c'est que quand on se met au niveau qu'on peut aller direct, on peut évoluer petit à petit. Alors que si on a un niveau très haut, ça crée un certain gap. Et je pense que ça, c'est vraiment les use cases que je vois importants que l'intelligence artificielle pourrait justement révolutionner le système d'éducation. Après, d'autres conseils pour finir, je pense, voilà, il faut énormément travailler sur la gouvernance, partenariat public-privé, l'éthique, sensibiliser, information et voilà. Et merci pour l'invitation. Merci. Je cède la parole maintenant pour le dernier mot de Monsieur Mahfoudi. Allez-y, monsieur Mahfoudi, vous avez la parole. Je pense que j'ai été assez bavard. J'en ai pris pas assez de temps, mais en tout cas, merci pour l'invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. C'est vrai que les questions d'éthique sont des questions très larges, très vastes, et dans lesquelles les techniciens, les informaticiens ne sont pas les seuls à devoir travailler. C'est comme un médecin. Le médecin ne se préoccupe pas de ce qui se passe dans l'administration de l'hôpital. Il ne se préoccupe pas non plus de la logistique, mais lui, il se concentre sur son bloc opératoire et c'est tout. C'est le cas des spécialistes de l'IA aussi. Maintenant, les autres disciplines, ce que j'ai appelé les humanités numériques, doivent rentrer dans je dirais, le vif du sujet, et parce qu'ils ont le recul scientifique, ils ont le recul sociologique, anthropologique, juridique aussi peut-être. Mais on peut pas
demander aux uns d'attendre les autres. C'est-à-dire que la technologie est une machine très rapide qui va à une vitesse vertigineuse, ça n'arrêtera pas, ça n'attendra personne, même si des gros groupes technologiques avaient demandé solliciter des pauses de 6 mois, d'une année pour pouvoir réfléchir à la question. Mais bon, tout le monde sait que Finalement, ils ont personne n'a... développé leur propre application. Et C'était une finalement, stratégie. exactement, ils ont développé leur propre stratégie. Donc, on ne doit pas non plus attendre les technos de régler les questions d'éthique. C'est aux autres disciplines de le faire et laisser les spécialistes de l'intelligence artificielle faire leurs recherches tranquilles, avec la liberté qui se doit. Maintenant, le juriste, le sociologue, l'anthropologue, le psychologue aussi, je l'ajouterai aussi, doit faire son travail sur ces questions d'éthique et sortir des annales, des guides, des pratiques, etc., etc. Merci d'abord à M. Cavaza, à M. Mahfoudi, à Mme Asma Ben Bahida, à Mme Bennani, bien sûr d'intervenir, d'avoir intervenu sur la chose, c'est-à-dire sur la thématique, le côté déjà éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle et des données en apprentissage et en éducation. Déjà, nous présentons normalement nos condoléances à Mme Khadija Amo, qui a perdu sa tante. Et j'ai vraiment le plaisir d'animer, de modérer cet événement, ce webinaire, qui sera, Inch'Allah, le début d'une longue série de webinaires qu'on va bien sûr travailler tout au long de cette saison-là, Inch'Allah. Et ça sera vraiment, voilà, c'est-à-dire, ça va traiter beaucoup d'aspects concernant la transformation digitale, concernant le marketing, concernant cette transition, cette tendance mondiale maintenant. Bien sûr, tout le monde en parle. Et voilà, donc je rappelle vraiment merci à Monsieur Cavaza. Je rappelle qu'il est consultant, qui est conférencier, qui est vraiment donc spécialiste en transformation digitale. Je remercie aussi Monsieur Mohamed Amin Mahfoudi. Je rappelle qu'il est vraiment vice-président de l'Observatoire marocain de souveraineté numérique. Je remercie aussi Madame Asma Ben Mahida, qui est vraiment experte, bien sûr, en transformation digitale et fondatrice, bien sûr, je me rappelle vraiment pas bien, je m'excuse, voilà, donc d'une société de transformation digitale. Elle aide aussi, bien sûr, les entreprises à faire cette transition numérique et tout ça. Je remercie aussi Madame Bennani, bien sûr, qui est intervenue déjà sur la chose, bien sûr, qui est coach et formatrice. Et vraiment, je suis vraiment fier de vous avoir comme intervenant parce que nous avons aujourd'hui et ce soir-là les titans de la transformation digitale. Et j'en ai fier. Merci. Allez, bonne soirée. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, monsieur. Merci, Kabad. You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference.